Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. C'est une nouvelle catastrophique qui a choqué le monde et les Français. Donald Trump veut taxer les vins et les champagnes. Qu'en pensent les principaux concernés? Nous irons rencontrer dans ce journal ceux qui s'inquiètent le plus, les viticulteurs. Si vous avez des bijoux de famille et que vous voulez les vendre, c'est le moment. Dans ce journal, vous verrez comment le cours de l'or atteint des niveaux historiques et comment beaucoup d'entre nous se précipitent pour faire évaluer leurs biens. Et puis si vous êtes accro au sucre, restez bien devant votre petit écran. Nous allons visiter l'une des plus grandes sucreries d'Europe, dans la Marne. Le sucre, eh bien, c'est aussi une filière industrielle remarquable, vous le verrez. Et puis en fin de journal, nous irons à la découverte du château de Chantilly, sous la neige, des images rares, un joyau de notre patrimoine absolument merveilleux sous la neige, vous le verrez. Je vous le disais dans les titres, Donald Trump sème la panique en menaçant la France d'augmenter les taxes de douane à 200% sur les vins et les champagnes français. Comment la filière viticole réagit à cette annonce? Réponse avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Emma Sicli. Sur le tapis roulant, les bouteilles défilent une à une. Là, vous avez la tireuse qui remplit, qui met à niveau, qui met le bouchon. Là, vous avez la machine qui distribue les capsules, les étiquettes. Puis, elles sont gravées dans les règles de l'art. Quand elles passent, ça permet de graver ça. Et donc ça nous donne le jour, ce que c'est, la cuve, ça donne tout. Voilà. Un travail minutieux aujourd'hui menacé par l'annonce de Donald Trump d'imposer jusqu'à 200% de droits de douane sur les vins français. Il n'arrêtera jamais de toute façon, donc ça ne sert à rien de céder. Là on est en 200%, on est en outrance. C'est pas de la négo, c'est ni la négo ni la diplomatie. Mais derrière cette menace, ce sont surtout des marchés clés qui pourraient se refermer. Aujourd'hui, cette taxe, si elle rentre en vigueur, ce sera vraiment un énorme problème pour nous, puisque ça veut dire que c'est un arrêt complet des exportations. On ne pourra pas tenir de 100% de tarifs, ça c'est certain. Le marché américain est très important pour nous. Il est vraiment aujourd'hui au cœur de notre développement. Donc ça veut dire aller retrouver d'autres endroits, de nouveaux marchés, aller continuer à se diversifier. En Gironde, la colère gagne aussi les élus, plus précisément dans la commune de Pian-sur-Garonne, où le maire a décidé de retirer le drapeau européen de sa mairie. J'en ai fait peur à tous mes collègues maires des alentours pour essayer de faire la même chose en soutien à nos agriculteurs. Les États-Unis sont le premier marché à l'export des vins bordelais, avec en 2024 près de 30 millions de bouteilles vendues, pour une valeur totale de 410 millions d'euros. Toujours dans l'actualité, l'Iran traverse une période charnière dans son histoire. Vous l'avez vu ces derniers jours, le peuple iranien a tenté de renverser le régime autoritaire des mollahs. Le gouvernement a répondu par une répression violente et a coupé toute communication avec le monde extérieur. Écoutons le témoignage poignant d'une Iranienne qui vit à Mérignac, en Gironde, qui nous raconte son inquiétude pour sa famille au micro de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Seule nouvelle depuis maintenant une semaine que nous avons pu avoir, c'est un appel téléphonique court de ma sœur qui juste voulait nous dire qu'ils allaient bien. Pour la première fois, vraiment, toutes les couches de la société se sont réunies, se sont jointes pour exprimer leur ras-le-bol et leur volonté de renverser ce régime dictatorial, corrompu, et qui est en train, en fait, de détruire l'Iran de l'intérieur. Et puis, entre crise sanitaire et inquiétudes économiques, l'année 2025 a été éprouvante pour les agriculteurs partout en France. La profession se sent rejetée et appelle à l'ouverture d'un dialogue à l'aube de 2026. C'est ce que nous explique le porte-parole de la Confédération paysanne de la Loire, au micro de TL7, la chaîne de la Loire, justement. Écoutons-le. Ce qui est certain, c'est que nous, Confédération paysanne, les messages que le gouvernement annonce qui consistent un petit peu à nous rassurer ne vont pas dans notre direction. C'est-à-dire que tout ce qui consiste à dire vous avez raison, vous les paysans, on va ouvrir les vannes, on va vous laisser faire ce que vous voulez comme vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Nous, la Confédération paysanne, on est le syndicat qui n'a pas envie qu'on nous fiche la paix, si j'ose dire. On est prêt à parler de notre métier
avec les citoyens, avec les environnementalistes, avec les consommateurs. On a certainement des choses à mieux faire, on a des choses à améliorer, mais comme l'agriculture, ça concerne l'alimentation, c'est évident, mais ça concerne aussi les paysages, la biodiversité, la santé, la qualité de l'eau de tous les Français. On estime qu'on a un échange, une relation, un dialogue à avoir avec la société civile sur cette question agricole. Tout autre chose maintenant, ce début d'année 2026, il est l'heure de recenser la population. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. Une opération qui a lieu tous les ans pour les villes de plus de 10 000 habitants. Alors regardez cette immersion dans la commune du Lamentin en Martinique avec ce reportage d'ATV sur place. Dans cette résidence, une tournée pas comme les autres commence. Celle du recensement de la population. Porte après porte, l'agent recenseur rappelle une démarche obligatoire, essentielle pour les services publics. Il faut faire le recensement, ça a été demandé. Bon, je me prête au jeu. Ça sert à savoir exactement quel nombre on est. Et ça sert également à doter les communes ou la région d'une certaine somme qui est censée être dépensée pour le bien-être de chacun. Sur le terrain, le travail est avant tout humain. Expliquer, rassurer, convaincre parfois. Marie-Christine Cator est agent recenseur depuis 3 ans pour la ville du Lamentin. Elle doit recenser près de 1800 logements en quelques semaines. Il faut être patient, j'explique. Et après, je laisse quand même le choix à l'autre en lui expliquant que je peux l'aider à le faire. Il peut le faire seul, donc je ne suis pas obligée d'entrer dans son environnement. Souvent, on m'accueille librement à entrer. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, comme le Lamentin, le recensement se fait par échantillon. Des îlots sont tirés au sort et ne reviennent dans les mêmes quartiers que tous les 5 ans. Un système qui permet d'actualiser les chiffres chaque année. Ça nous permet, nous, d'avoir un chiffre de population légal chaque année, au 1er janvier de l'année. Ça nous permet également de connaître le nombre d'élus et connaître les besoins de la population. Parce que lorsqu'on peut déterminer que tel secteur ou tel secteur est en évolution, on peut prévoir les infrastructures adaptées. Le recensement se poursuit au Lamentin jusqu'au 21 février. Derrière ces chiffres, une réalité simple, mieux compter aujourd'hui pour mieux décider demain. Ce début d'année marque également l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Les élèves de terminale vont pouvoir dès maintenant remplir leurs vœux d'orientation pour leurs études supérieures. Un moment stressant pour beaucoup d'entre eux, mais les établissements essayent de les accompagner au mieux. Vous allez le voir, c'est ce que nous explique cette proviseure adjointe dans un lycée en Corse au micro de nos partenaires sur place de Télépaésé. On sent du stress, bien entendu, et moins les élèves seront informés et préparés, plus ils seront stressés, tout comme les familles. Donc nous, tout ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça qu'on s'inscrit vraiment dans le long terme, dès l'entrée en lycée, c'est de dédramatiser Parcoursup et d'essayer de rendre les élèves sereins vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça qu'on est dans ce travail resserré d'orientation. Quand je dis resserré, c'est individualisé. Parcoursup est accessible sans pour autant être en terminale. Donc on leur demande de se familiariser assez rapidement avec l'outil. Et on est bien sûr en accompagnement au quotidien, les professeurs principaux, la vie scolaire, nous au niveau de la direction et ce dialogue régulier avec les parents. Tout autre chose maintenant, connaissez-vous le Challenge Dry January? Depuis plusieurs années, cette initiative nationale invite à faire des pauses dans sa consommation d'alcool tout au long de ce premier mois de l'année. Écoutons sur ce sujet Céline Garnier-Martinez, membre de l'association Addiction France, au micro de Puissance Télévisions. On peut considérer qu'on a un problème avec l'alcool à partir du moment que la consommation devient répétitive et devient une nécessité, une obligation, un besoin. À partir du moment qu'on commence à trouver des prétextes pour pouvoir consommer de l'alcool, la quantité d'alcool consommé va pouvoir aussi nous donner des indicateurs d'un potentiel problème. C'est peut-être une bonne nouvelle pour vous, je vous le disais dans les titres, c'est le bon moment de revendre votre or. Les cours de ce métal précieux sont à des niveaux historiques. Les clients sont nombreux dans les magasins d'achat-revente pour faire évaluer leurs biens. Regardez les explications de ce reportage de Moselle TV, Jonathan Vaucher et Mathéo Philippe. Donc voilà, par exemple, ça sont mes achats, donc j'achète à des particuliers essentiellement.
Et ensuite, ça va partir donc à la fonte, être recyclé pour l'industrie. Je travaille avec la fonderie Hafner en Allemagne. Ici, on pèse, on évalue et on rachète de l'or. Entre des bijoux qu'on ne met plus ou de l'héritage à vendre, pour certains, c'est le moment d'investir. Quand il y a des risques de conflit, c'est plutôt cette idée-là, c'est-à-dire ces refuges. Donc les gens vont aller vers l'or plutôt que vers peut-être aussi les placements bancaires. Les banques centrales vont vouloir acheter des réserves d'or, c'est un peu comme une assurance pour eux, et ça reste une valeur refuge. L'idée, c'est d'avoir toujours une petite épargne de sécurité. J'ai été cambriolée là cet été. J'ai été cambriolée chez moi, et je me dis ça ne sert à rien non plus d'entreposer des objets comme ça. Et puis les assurances, quelquefois, font défaut. Je préfère profiter maintenant de cet argent, faire un très beau voyage que j'ai programmé depuis longtemps. L'once d'or a terminé 2024 au-dessus des 4 500 $, soit une envolée de près de 70% en un an. Un bond historique depuis 1979. On est passé de à peu près 40 000 € à 60 000 € à l'espace de 2 ans. L'or est un bon placement sur le long terme. On est quand même sur des niveaux assez stables, des variations d'1 ou 2% par jour maximum. Si le cours de l'or a quadruplé en 10 ans, l'argent a bondi lui aussi. Il coûte 6 fois plus qu'en 2016. Je vous lisais dans les titres, pour ceux qui adorent le sucre, direction la Marne maintenant, à la découverte de la plus grande sucrerie d'Europe. Et là-bas, rien ne se perd, tout se transforme, vous allez le voir, les explications de Christophe Rigaud. À l'origine du sucre se trouve une racine, la betterave sucrière. Sur cette parcelle, Henri Gallois a recours à l'agriculture régénératrice, une pratique qui vise à améliorer la santé des sols entre deux cultures. On cherche à couvrir nos sols tout au long de l'année. Donc une fois que nos récoltes sont terminées, on implante un mélange de couverts végétaux de plusieurs espèces généralement. Par exemple, nous, c'est des moutardes, de la facélie ainsi que des vesses. Un couvert végétal qui va avoir un véritable effet bénéfique sur la qualité des sols. Aujourd'hui, le stockage du carbone dans le sol, c'est très important puisque ça va nous permettre d'avoir un sol qui vit bien et qui permet de résister au mieux face aux intempéries, aux risques d'inondation ou autres, et ainsi qu'aux sécheresses, avec un sol qui est beaucoup plus vivant. Et c'est un travail qui se fait vraiment sur la durée. Ces pratiques plus vertueuses se retrouvent également tout au long de la filière de fabrication du sucre. Bienvenue à Connantre, une des plus importantes sucreries d'Europe. Ici, 26 000 tonnes de betteraves sont transformées chaque jour. Des betteraves qui sont lavées et coupées en fines lamelles pour favoriser la diffusion du sucre. À l'image d'un sachet de thé qu'on va laisser diffuser dans de l'eau, nous on diffuse le sucre pour obtenir un jus sucré qu'on va filtrer, que nous allons concentrer puis cristalliser de façon à obtenir un sucre que nous allons sécher avant mise dans les silos. Et tout au long de la fabrication du sucre, rien ne se perd. Les pulpes sont utilisées pour l'alimentation animale, les écumes valorisées, jusque dans l'eau stockée ici toute l'année. Une eau apportée par la betterave qui en contient 75% et qui permet à la sucrerie d'être entièrement autonome. À côté de moi, il y a un bassin qui permet de stocker 300 millions de litres d'eau que nous avons agrandi en 2024 et qui nous permet, une fois rempli, de passer 12 mois sans consommer aucun litre d'eau venant du milieu naturel. 300 000 tonnes de sucre sont produites chaque année à Connantre, un sucre naturellement blanc qu'il ne reste plus qu'à emballer et à retrouver sur nos tables. 2025 est une année historique. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré plus de décès que de naissances, selon le bilan démographique annuel de l'INSEE. Un phénomène ressenti par un maire du Tarn qui lance un appel à ses habitants à faire des enfants. Écoutons-le au micro de la Dépêche du Midi, nos partenaires. Ça a été remarqué en 2024, mais on pensait que c'était juste un épiphénomène. Mais ce phénomène se reproduit en 2025. Et c'est là la raison de mon appel. Baisser de 50% en 2 ans le nombre d'enfants, on était à 90 naissances à peu près par an. Aujourd'hui, on est à moins de 50 naissances par an. Si aujourd'hui, il n'y a plus de naissances à Saint-Sulpice, ça va être difficile pour les élus de maintenir des classes ou bien tout simplement d'avoir moins pour le tissu associatif de licences sportives ou bien d'adhérents dans les associations culturelles. Donc ça veut dire aussi
que ça peut amener un profond bouleversement dans les équilibres sociologiques de la ville de Saint-Sulpice. En 2024, Mayotte était ravagée par un puissant cyclone balayant tout sur son passage. Les locaux ont tout perdu et peinent à retrouver une vie stable depuis. Dans le cadre du plan Mayotte debout lancé par l'État, des Mahorais sont actuellement en métropole pour acquérir les connaissances nécessaires pour reconstruire. C'est le cas à Épinal, dans les Vosges, qui les accueille. Reportage de notre partenaire Vosges TV sur place. Là, si je regarde en dessous, j'ai mes trous. Donc client 1, 2... Raccorder et dépanner des clients, c'était inconnu pour lui il y a encore quelques semaines. Ibrahim, 19 ans, apprend les ficelles du métier de technicien en fibre optique. Arrivé de Mayotte en décembre dernier avec 5 autres stagiaires mahorais, il se forme à l'AFPA, le centre de formation professionnelle pour adultes de Golbet. Venir ici pour apprendre déjà la formation, avoir des connaissances et pour enfin revenir chez nous et contribuer. Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait Mayotte, provoquant des dégâts considérables. Depuis, l'État a mis en place le plan Mayotte debout, un plan d'aide à la reconstruction durable des infrastructures, et cela passe notamment par l'accès à différentes formations que l'ADOM, agence en charge de la mobilité des ultramarins, supervise en accompagnant les candidats. Sur le Grand Est, nous travaillons avec tous les centres AFPA sur toutes les formations diverses et variées, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, le BTP, voilà. Et on ne travaille pas qu'avec l'AFPA, on travaille avec tous les organismes de formation qui répondent à la demande de formation de l'outre-mer. Lancé en juillet dernier, le projet est financé à 60% par l'ADOM et 40% par France Travail, qui s'est chargé du recrutement des stagiaires. Mayotte, dernier département français à ne pas encore être raccordé à la fibre, devrait y avoir accès au cours de cette année. Les besoins en main-d'œuvre vont donc rapidement se faire sentir. Il y a un stage de 3 semaines pendant la formation. Donc comment on les épaule, comment on les appuie au maximum, comment on les consolide dans le cadre d'un CV, simulation d'un entretien d'embauche. On essaie vraiment de les faire repartir avec un package le plus complet possible pour être opérationnel sur un retour à l'emploi à l'issue de la formation. Ces 6 stagiaires bénéficient donc d'une initiative unique dans le Grand Est. Leur retour à Mayotte est prévu d'ici 4 mois avec, ils l'espèrent, un titre professionnel en poche. Et puis cette semaine, retrouvez dans vos kiosques une édition spéciale du magazine Le Point. À l'approche des élections municipales, ce nouveau numéro prend la direction de la ville de Nîmes pour faire le bilan de Jean-Paul Fournier, à la tête depuis 2001 de la cité. À 80 ans, ce maire, les Républicains, a décidé de laisser son fauteuil. Le magazine retrace l'évolution de Nîmes après 25 ans de gouvernance autour des sujets d'urbanisme, de sécurité, de finances ou bien encore d'environnement. Ce numéro spécial est bien évidemment à retrouver dès ce week-end dans vos kiosques. Et puis toute autre chose, maintenant je vous présente Lucie, une référence mondiale dans le para-escalade. En septembre dernier, cette Bretonne a d'ailleurs décroché son 6e titre mondial. Pour le Grand JT des Territoires, notre partenaire TVR à Rennes a pu rencontrer cette championne hors norme. Regardez. Lucie Jarich. Le 25 septembre dernier à Séoul, Lucie Jarich remporte son 6e titre mondial et assoit encore un peu plus sa domination sans partage dans le monde du para-escalade. Et pourtant, tout n'a pas été parfait. Je suis tombée un peu plus bas que ce que je pensais. En fait, dans la voie, j'ai fait une petite erreur technique. Heureusement, ça suffit parce que même si je suis tombée plus haut que mes autres concurrentes, donc c'est moi qui gagne. Moi, ma discipline, c'est ce qu'on appelle la difficulté. Donc on monte sur des murs qui font entre 15 et 20 mètres de haut et il faut monter le plus haut possible, sinon au sommet de la voie. Donc on a un parcours à faire, il faut le suivre, il faut arriver en haut. On n'a qu'un seul essai. On ne le connaît pas. On a 6 minutes en bas du mur pour regarder cette voie, essayer de la mémoriser au maximum, regarder peut-être les difficultés d'en bas. Amputée de sa jambe gauche après un cancer de l'os à l'âge de 15 ans, Lucie doit alors affronter cette épreuve pleine de détermination. J'ai eu peur pour ma jambe, oui, mais aussi pour ma vie. Et là, je me suis dit, waouh, il faut vraiment y aller, il faut essayer de vivre chaque moment intensément et croquer la vie à pleines dents. À 34 ans, Lucie partage son emploi du temps entre son métier de chercheuse au CNRS et ses 24 heures de sport hebdomadaires réparties entre l'escalade, la musculation, la natation et le vélo. Et pas question d'arrêter, bien au contraire. Pour la première fois, le para-escalade sera au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Oui, forcément, je l'ai dans le viseur. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que c'est les rêves de tout sportif. Donc ouais, j'y crois et c'est mon objectif ultime. J'ai entre guillemets tout fait, des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe, des Championnats du Monde. J'ai gagné beaucoup de choses. Il me manque les JO.
Lucie nous montre donc que le handicap n'est pas un frein pour pratiquer l'escalade. Et d'ailleurs, une machine innovante est testée en ce moment au Mans pour faire profiter les personnes en fauteuil des joies de ce sport de grimpe. Découvrons cette machine exceptionnelle avec LMTV Sarthe. Toutes les personnes qui sont en capacité à minima de lever un peu les mains ou de lever un peu les jambes peuvent grimper. C'est l'équivalent du vélo à assistance électrique. Si on ne tire pas sur les prises, on ne bouge pas. Et à partir du moment où on commence à tirer sur les prises ou à pousser avec les jambes, c'est là que la machine vient compenser la charge qu'on lui a demandé de compenser. Là, on est sur une phase de test pour l'établissement. Avant, en fait, on ne pouvait pas tout simplement inclure ces personnes-là. Aujourd'hui, avec ce genre de système, pour le coup, on peut se dire que vraiment n'importe qui peut venir faire de l'escalade dans notre salle. Elles ne sont plus que 300 en France. Les modistes se font de plus en plus rares. Les modistes, ce sont des femmes qui fabriquent des chapeaux sur mesure. Un métier passionnant qui a toujours autant de succès auprès des amateurs de couvre-chef. Dans la Marne, Camille confectionne à la main ses productions à la demande de ses clients. Écoutons-la au micro de l'Union, le quotidien du groupe Rossel. En faisant mes études, j'ai rencontré le monde de la chapellerie et le métier de modiste, duquel je suis tombée amoureuse. Je propose principalement des chapeaux en laine, donc 100% laine, donc c'est du feutre, qu'on va former sur des moules en bois comme ça. Ce genre de produit s'adresse à tout le monde, c'est l'avantage du personnalisable. Là, vous pouvez retrouver le panel de garniture que je propose donc en salon. Et c'est l'avantage d'avoir du fait main et de la personnalisation, c'est qu'on choisit tout. Partons maintenant en Savoie, où chaque année, la station de Valloire se transforme en scène artistique à ciel ouvert. À l'occasion d'un concours international de sculpture sur glace, une vingtaine d'artistes se réunissent pour laisser parler leur imagination. Ici, précision et rigueur sont essentielles pour façonner ces blocs de glace. Reportage de 8 Mont-Blanc, Chloé Lemeur. Le soleil n'est pas encore levé. Mais ils sont tous déjà là, à sculpter. Objectif, donner vie à une idée concrète, ou parfois plus abstraite. Je me suis inspiré du douanier Rousseau, une peinture du douanier Rousseau, du coup sur une représentation de la jungle. J'avais envie de faire un peu cette opposition des deux milieux, du chaud et du froid. 20 professionnels comme lui façonnent des blocs de glace, 5 chacun, et près de 120 kilos par bloc. Un spectacle plutôt givré, au beau milieu du plateau d'Évernay. C'est la 34e édition et ce concours international de sculpture sur glace, c'est une déclinaison du concours sur neige qui, lui, aura lieu la semaine prochaine. L'esprit, il est simple, c'est la liberté d'expression. Français, anglais, russe ou encore mexicain, le concours réunit des artistes des 4 coins du monde. Sous les yeux des passants et munis de leurs outils, ils taillent, scient et polissent la glace. Ce qui va être difficile, c'est les parties collages. On a des collages qui sont ici parce qu'on a des blocs qui font 1 mètre par 50. Et ce qui est assez complexe, c'est de faire un beau collage qui se voit le moins possible. Mais après, c'est une matière qui est tendre et qui est super agréable à travailler. Une matière tendre à travailler, mais surtout sensible à la chaleur. Ici, tous travaillent de nuit ou très tôt le matin, là où les températures sont les plus basses. On pense toujours que la glace, elle fond à la chaleur, mais elle s'abîme aussi à cause du spectre lumineux, quoi. Et quand les premiers rayons arrivent, il faut protéger les œuvres. Les minutes sont donc comptées pour les candidats. Et puis pour terminer ce journal, je vous propose une touche de douceur et de rêve. Partons dans l'Oise, au château de Chantilly, un édifice rempli d'histoire qui se transforme en un lieu féerique lorsqu'il est, comme vous allez le voir, recouvert de neige. Des images exceptionnelles proposées par nos confrères de Lux TV. Regardez. Carte postale du château de Chantilly. Sous un manteau immaculé, le château de Chantilly semble suspendu hors du temps. La neige adoucit les lignes, fait taire les pas et transforme ce joyau du patrimoine français en décor de contes d'hiver. Ses façades sculptées par les siècles se parent d'une blancheur nouvelle, presque irréelle, révélant chaque détail de son architecture renaissance et classique. L'histoire du château de Chantilly est marquée par les soubresauts de l'histoire avec un grand H. Pendant la Révolution française, le grand château est détruit, seul le petit château échappe à la disparition.
Le château que l'on découvre aujourd'hui date de la fin du 19e siècle. Il est reconstruit entre 1875 et 1882 par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe. Grand collectionneur et mécène, il fait de Chantilly un écrin dédié à l'art et l'histoire. À sa mort, en 1897, le duc d'Aumale lègue le domaine, le château et ses collections à l'Institut de France, qui en est toujours le propriétaire. Sous la neige, le château de Chantilly révèle un visage rare, celui d'un patrimoine vivant, magnifié par l'hiver, où l'histoire, l'art et la nature s'unissent dans un silence presque sacré. Au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.